Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Jeu C'était podcast spécial consacré à une joueuse qui vient d'annoncer qu'elle mettait un terme à sa carrière, Isaline Bonaventure, à 30 ans, après 14 années passées sur le circuit pro, 365 matchs remportés en simple. Isaline a décidé de raccrocher les raquettes, les blessures ayant meurtri son corps ces derniers mois. Son meilleur classement est une 81e place mondiale. Elle a remporté 12 titres en simple sur le circuit ITF et 14 en double. Elle s'est retrouvée à 8 reprises dans un tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. Alors Isaline, merci de m'accueillir dans ton patelin. Je suis venue en voyage, hein. Moi je ne sais pas où je suis, mais c'est très joli, on a une belle vue, on boit une petite tasse de thé pour avoir une discussion. Comment tu te sens par rapport à cette décision qui est déjà dans ta tête depuis quelques mois, hein? Oui, en toute honnêteté, je suis un peu soulagée. Ouais. Ça faisait quand même quelques mois que j'étais au courant que j'allais mettre un terme à ma carrière. Donc là, je suis soulagée d'enfin pouvoir l'annoncer, de pouvoir répondre aux nombreuses questions que les gens ont. C'est principalement les problèmes, tes soucis physiques qui t'empêchent de continuer? C'est que ça en fait. Donc je me suis fait opérer du genou en janvier 2024. Juste après l'Open d'Australie où j'ai dû abandonner. Et donc j'ai été chez le chirurgien, je me suis fait opérer. J'ai recommencé toute ma revalidation, etc. C'était au genou, hein? Oui, c'était au genou. Ouais. Et j'ai recommencé toute ma revalidation, sauf que ça n'allait pas aussi vite que je voulais. On a refait une IRM et la mauvaise nouvelle est tombée. En bref, l'opération n'a pas servi à grand-chose. Et puis surtout, après le genou gauche, c'était le genou droit qui commençait à poser problème. Donc le chirurgien m'a dit cash qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et qu'à part me faire infiltrer à la cortisone, il n'y avait pas de solution. Donc ça allait être très compliqué pour la suite de ma carrière. Et comment tu as accueilli cette nouvelle? Honnêtement, j'étais super triste. Je me rappelle encore du moment quand je suis sortie de chez le chirurgien, Arthur de Greef qui m'a appelée. Il m'a dit « Ah, ça va, je prends un peu de tes nouvelles ». Je lui ai dit « Punaise, tu pourrais pas tomber plus mal ». Je viens de sortir de chez le chirurgien qui m'a annoncé que c'était terminé. J'ai évidemment dû appeler mes coachs pour leur donner la nouvelle, même si c'est eux qui avaient un petit peu initié ce rendez-vous chez le chirurgien parce qu'ils voyaient bien qu'il y a un truc qui n'allait pas. J'ai dû appeler tous mes proches aussi et ça a été très compliqué. Ils ont tous très bien réagi, même si beaucoup étaient déçus pour moi. Et au final, c'est un petit peu compliqué parce que contrairement au break ou à l'arrêt que j'avais décidé de prendre juste après Wimbledon, il y a 2 ans et demi maintenant, là c'est une décision qui m'est un peu imposée, donc la démarche est un petit peu différente. Mais je pense que rien n'arrive sans rien et il y a peut-être une raison derrière tout ça, donc j'ai fini par l'accepter. C'est sûr que quand le corps dit stop, on ne peut pas faire grand-chose. J'avais envie de repasser un petit peu ton parcours en vue et savoir qu'est-ce qui t'a animé pour devenir une joueuse de tennis pro, parce qu'on sait combien de sacrifices ça représente. Et tu étais toute petite quand tu rêvais de devenir joueuse pro. Tu as eu des idoles, des modèles qui t'ont te donné envie de faire ce métier? En toute honnêteté, c'est Kim Clijsters qui m'a un petit peu donné l'envie de jouer au tennis, ou en tout cas de continuer à jouer, même si j'avais énormément de choses qui me passionnaient et que j'avais peut-être pas spécialement envie de ne faire que ça, mais je me suis rendu compte qu'à un certain moment, j'allais devoir prendre une décision pour m'y consacrer à 100%. T'avais quel âge à ce moment-là? Je dirais 13 ans et demi, 14 ans. Ouais. C'était à l'époque, je devais en fait rentrer à la fédération, donc en internat à Mons. Sauf que j'ai pas fait un bon championnat de Belgique et c'était à l'époque Jacques Le Riche, le directeur de l'AFT, ça date. Oui. Et ils ont décidé que c'était pas le bon moment et donc ça a été un peu une claque à ce moment-là parce que je pense que quand on est jeune, en tout cas à l'époque c'était le cas, c'était un peu le rêve de tous les joueurs d'être pris au centre à Mons, en sport-études, etc. Ah, moi je croyais que tu étais allée au centre. Non, j'ai jamais été. Et en fait, je me suis un peu retrouvée livrée à moi-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma coach, mon ancienne coach Noël Van Letum. Van Letum, oui, une Hollandaise. Voilà, chez qui je suis partie à l'âge de 14 ans. Et chez qui j'ai fait un bon bout de chemin. J'y suis restée 8-9 ans, je pense.
Ah oui, tu vivais chez elle. Tu étais... Oui, donc j'étais lundi, mardi, mercredi, j'étais en Belgique pour aller à l'école. On avait aménagé mon horaire, j'avais énormément de chance que ma maman était prof dans mon école, donc on arrivait à manager ça avec l'école où j'étais. Et puis mercredi après-midi, je prenais le train, j'allais aux Pays-Bas jusque samedi après-midi et toutes les semaines c'était pareil. Et donc ça a été une super belle leçon de vie de partir à 14 ans. Un peu dans un pays qui m'était inconnu, un peu livré à moi-même sans mes parents. Dur aussi, non? Mais bizarrement, non, j'ai toujours... c'est jamais un truc qui m'a posé problème et ça m'a permis de grandir un peu plus vite que le reste et je pense que ça m'a énormément aidée. Et puis, tu as commencé sur le circuit junior ou bien tu as très vite gravi les échelons et tu t'es rentré sur le circuit ITF assez rapidement? Je dirais qu'en moins de 14, c'est là où ça s'est bien passé. J'étais dans le top 8 dans le classement européen. Et puis après, on est passé donc au junior. On s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup d'argent pour ne pas en gagner au final. C'est mes parents qui devaient tout financer. Et on s'est assez vite rendu compte qu'il fallait que je passe à la vitesse supérieure. Donc j'ai jamais fait beaucoup de résultats en junior, j'ai jamais énormément joué de junior, mais je suis passée assez rapidement professionnelle et les choses se sont bien passées assez rapidement. Justement, les premiers pas sur le circuit professionnel, comment tu t'es rendu compte que tu avais les capacités pour un jour peut-être atteindre le top 100 mondial, ce qui était ton rêve ultime? Je sais même plus, mais je sais que ça s'est fait petit à petit. Je me suis rendu compte que les résultats étaient bons assez rapidement, dans les 10 000 $ à l'époque. Et j'ai gravi les échelons assez rapidement. Donc on m'a directement, enfin assez rapidement dit qu'il y avait clairement quelque chose à faire. Et ça a aussi encouragé mes parents à continuer à me soutenir financièrement. Et donc c'est comme ça que j'ai gravi les échelons sur le circuit pro. Et puis tu as pu être soutenue par la fondation Open Spirit aussi, qui t'est venue un petit peu en aide. C'est un soutien logistique dans tes tournois. Ils sont restés 5-6 ans à tes côtés? Oui, je me rappelle plus exactement, mais c'était l'époque où j'étais déjà dans les grands chelems. Oui. La période où ils ont commencé à me soutenir. Je me rappelle, j'avais discuté avec Daniel, je pense qu'on était en Australie. Et donc, ils m'ont énormément aidée, que ce soit en termes de logistique. On avait toujours aussi un stage à Abu Dhabi qui était génial et que tous les joueurs adoraient parce que ça nous permettait de nous préparer correctement pour la nouvelle saison. Et puis on n'était pas tout seul, contrairement au reste de l'année. Financièrement, ils m'ont énormément aidée. Et puis j'ai notamment eu des soutiens de Volvo grâce à eux. Ils m'ont donné une voiture, enfin prêté une voiture. Et donc ça a été aussi un énorme soutien parce que sans les sponsors, etc., c'est très compliqué de s'en sortir, en tout cas au début. Est-ce que tu as aimé cette vie pendant 14 années sur le circuit? Je dirais que certains aspects de cette vie, j'ai adoré, genre les voyages, ça c'est toujours un truc que j'ai adoré. J'adore la compétition, donc pour moi, je préférais 1000 fois plus partir en tournoi que de m'entraîner ici en Belgique ou aux Pays-Bas. Après, cette pression que je me suis peut-être mise toute seule ou que j'ai peut-être pu ressentir, ça c'est une chose qui m'a peut-être pas plu. Et puis de se rendre compte que maintenant avec du recul, comme j'ai moins joué ces 2 dernières années, de se rendre compte qu'au final on a consacré toute une partie de notre vie à ce sport, on a fréquenté les mêmes personnes et au final tout ça j'ai plus énormément de nouvelles de beaucoup de joueuses. Oui, j'en ai 2 ou 3 avec qui je suis toujours en contact, mais sinon le reste c'est éphémère quoi. C'est éphémère. Et donc, ça se confirme, il y a très peu de possibilités de se faire des amis, des vrais amis sur le circuit. Et oui, je me rends compte encore plus à l'heure actuelle. Ouais, c'est Zheng Qinwen Zheng qui disait que c'était impossible d'avoir des vrais amis sur le circuit, que de toute façon, quand on se retrouvait sur le coup, on ne pouvait pas être amis. Mais il paraît que cette rivalité entre joueuses existe quand même beaucoup sur le circuit. Est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que tu as l'impression qu'au fil des années, ça a empiré, entre guillemets?
Je me suis rendu compte surtout à partir du moment où j'ai commencé à un peu mieux jouer, les regards étaient différents. Je me rendais compte que certaines personnes que je fréquentais, j'avais plus l'impression que quand elles venaient me voir jouer, elles avaient peut-être plus tendance à espérer que je perde. Ah oui, carrément. Et puis je me suis surtout rendu compte que y a pas mal de personnes que je fréquentais sur le circuit. Après, on va pas se mentir, j'ai pas été la joueuse la plus agréable sur le circuit non plus, donc j'ai pas énormément d'amis comme beaucoup de joueuses peuvent avoir, et c'est ok. Mais les filles que je fréquentais, avec qui je traînais, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas où elles sont, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est comme ça, je te rassure, dans tous les... Même si tu n'es pas joueur de tennis, hein, plus la vie avance, au moins tu as de nouvelles. Au final, j'ai mon cercle d'amis en dehors du tennis. Et oui, j'ai 2-3 amis encore dans le tennis, mais ça me convient très bien. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Et c'est vrai, tu parles de ce gros caractère qui a peut-être parfois donné quelques cheveux gris à tes coachs. Est-ce que avec le recul, tu éprouves certains regrets ou c'était juste comme ça, c'est comme ça que tu étais? Comment t'expliques que ça ait pu... que de temps en temps, tu pouvais péter un câble, comme Alizé Cornet, par exemple, a pu m'en parler lors d'un podcast qu'on a enregistré avec Philippe, où elle disait « j'étais exécrable sur un terrain et voilà pourquoi j'étais exécrable ». Est-ce que toi, tu as réussi à prendre du recul par rapport à ça? Oui, maintenant, les derniers mois, je me suis retrouvée toute seule sur les terrains, donc sans personne sur qui m'énerver, et c'est clair que j'ai vraiment pas été une chouette personne. Je me rends compte justement que j'ai eu énormément de chance d'être entourée de coachs aussi gentils et aussi bienveillants à mon égard, malgré le fait que j'ai pu être un diable avec eux. Et ce qui est assez contradictoire, c'est que sur un terrain de tennis, j'étais vraiment exécrable, je parlais mal à mes coachs. Je ne sais pas si j'avais ce mal-être sur un terrain de tennis qui faisait que j'avais besoin de m'énerver sur quelqu'un, et donc ce manque de respect que j'avais vis-à-vis de mes coachs, il ressortait au pire moment. Alors qu'en sortant du terrain, j'estime être une personne hyper gentille, hyper respectueuse et hyper... j'arrivais à reconnaître quand j'étais irrespectueuse. Après, c'est très facile d'insulter son coach sur le terrain et puis 10 minutes après de lui dire « désolé, j'ai pas fait exprès ». Ouais. Et je dirais que oui, mes coachs ont toujours essayé de m'aider, etc. Mais quand je montais sur un terrain de tennis, j'étais horrible, que ce soit avec les arbitres. Bon, les ramasseurs de balles pas, étonnamment, quand on voit certains joueurs qui s'énervent sur les ramasseurs de balles, ça, moi, j'ai toujours été gentille avec eux parce qu'ils me faisaient de la peine. Non, je me dis, c'est leur rêve de ramasser les balles pour nous, arrête, tu vas pas les insulter. Et puis mon entourage, toutes mes personnes qui étaient proches, ma maman, elle a déjà pleuré des dizaines de fois parce qu'elle essayait de m'aider et je lui disais, mais ferme-la. Et qu'est-ce qui faisait que dès lors que tu rentrais sur un terrain, tu te transcendais, comme ça tu devenais un peu une autre personne? C'était cette volonté de trop vouloir bien faire? Mais je pense qu'il y a toujours déjà eu un certain mal-être, de me sentir déjà pas légitime. J'avais l'impression de me faire juger constamment, notamment vis-à-vis de mon poids. Je me rappellerai toujours d'un truc. Je suis tableau final à Roland-Garros, donc j'étais top 100. Et tout le monde me dit « Ah, tu vas être sur la RTB, ton match va être commenté en direct. » Et je me rappelle, j'enlève mon pull, donc je joue contre Blinkova, j'étais stressée comme pas possible, tous mes proches étaient là. Je perds le premier set, et là je remets mon pull. Parce que j'avais honte, je me rappelle, de me montrer en t-shirt tellement je me sentais mal dans mon corps et de me dire, punaise, tous les gens à la télé, ils vont te voir, ils vont se dire, mais comment elle est top 100, elle ressemble à ça. Donc ça, je pense qu'il y a déjà eu un certain mal-être à ce niveau-là, de pas du tout avoir confiance en moi et de me sentir jugée. Et puis ouais, le regard des autres m'importait énormément. Et donc je voyais tout ce qui se passait. Quand je voyais des gens qui rigolaient, j'avais l'impression qu'ils se moquaient de moi. Quand je voyais mes coachs qui parlaient, j'étais sûre qu'ils parlaient de moi. Et donc je pense que j'essayais un peu d'extérioriser mon mal-être sur les personnes qui m'étaient proches. Et quand je parle à pas mal de joueuses maintenant, quelques joueuses,
notamment Marina Zanevska. Elle m'a dit, moi j'ai joué quelques fois contre toi et le seul objectif qu'on avait avec mon coach, c'était d'attendre le moment où tu allais péter un plomb en fait, parce qu'on savait que tu jouais bien, que quand tu étais en forme, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais tout le monde savait que tu allais jouer bien pendant un moment, et puis à un moment, tu allais péter un plomb, c'était terminé, et le match était plié, quoi. C'est fou, ça. Et ça, maintenant, avec du recul, je me dis, mais c'est tellement triste. Pourtant, j'ai vu énormément de coachs mentaux. J'ai été suivie notamment l'année où je suis passée dans le top 100 par une coach mentale presque à temps plein. Après, j'ai l'impression que j'ai toujours vu des psychologues ou des coachs mentaux parce qu'on me conseillait de le faire, mais jamais parce que moi, j'étais convaincue que ça pouvait m'aider. Ah oui, non, alors la démarche ne peut pas être... Et donc, oui, j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais je n'ai pas l'impression qu'on a réellement pu m'aider parce que je n'étais pas prête à être aidée, en fait. Oui, il faut être réceptif, voilà. Effectivement, à ce genre de cheminement personnel. Ouais. Mais tu parlais de ton physique. Aujourd'hui, sur le circuit, il y a quand même des filles qui performent et qui ont un physique peut-être un peu plus... Enfin, qui ne sont pas des tailles mannequins. Et c'est quelque chose qui te minait au quotidien, avec lequel tu avais du mal Mais je pense qu'il y a eu toujours une relation assez conflictuelle avec mon poids. Je me rappelle quand je suis partie aux Pays-Bas à l'âge de 14 ans, alors que je n'étais pas spécialement en surpoids, on me faisait passer sur la balance les lundis et les vendredis. Et je sais qu'à la Fédé, dans les différentes fédérations, et même pas qu'en Belgique, c'est une chose qu'ils font aussi. Et je sais que c'est des expériences qui sont super traumatisantes, en tout cas pour les filles, parce que je pense que les mecs prennent peut-être plus de recul et sont peut-être moins sujets à ces prises de poids. Et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a une relation assez conflictuelle qui s'est installée avec la nourriture et donc inconsciemment. Et donc je sais que par exemple dans certains contrats, j'avais des objectifs de poids. Et donc si je ne remplissais pas ces objectifs... Après, la chose qui a été assez contradictoire, c'est que c'était toujours moi qui initiais ce genre de choses parce que j'avais l'impression que de perdre du poids, ça allait solutionner tous mes problèmes. Et donc, c'était moi qui initiais ces objectifs-là vis-à-vis de mon staff, vis-à-vis de mes coachs, etc. Et donc, eux qui mettaient en place des choses pour atteindre cet objectif-là. Sauf que c'est devenu horrible. Je devais me peser, donc... c'est horrible et ça, maintenant ça me fait rire parce que je m'accepte comme je suis avec le recul, mais je prenais des bains comme les boxeurs et je m'enroulais dans les couvertures et puis je reprenais un bain, je m'enroulais et donc je perdais 3-4 kilos avant d'aller me peser, ou avant d'aller faire mes DEXA, là, mes tests physiques. Et je me dis, mais punaise, mais qu'est-ce que tu faisais quoi, c'est complètement... C'est complètement dingue et j'en ai des dizaines d'anecdotes comme ça. Quand j'allais dans les hôtels, je me rappelle quand j'étais en prépa à Abu Dhabi, l'objectif c'était de perdre 4-5 kilos. On était venu vider mon minibar pour que j'aille pas manger en cachette le soir parce que toute la journée je faisais gaffe et donc je me retrouvais le soir. Quoi, c'était de la gourmandise? T'étais gourmande? Non, oui, je suis gourmande, on peut pas le cacher, mais... Ou c'était une forme de révolte par rapport à ce qu'on t'imposait? Je pense que c'était c'était d'une première part, quand j'étais plus jeune, c'était une révolte, parce que j'étais pas d'accord de perdre du poids, en tout cas aussi jeune, parce que j'estimais que j'en avais pas besoin. Donc j'ai commencé à manger en cachette. Et puis petit à petit, j'avais l'impression que c'était du réconfort, en fait, que j'allais chercher mon réconfort dans la nourriture. Et donc les périodes où c'était un peu plus compliqué mentalement, je me disais que ça allait m'aider à me sentir bien. Sauf que sur le moment même, oui, tu vas bouffer des Kinder, tu te sens bien. Et sauf qu'après, mais c'était pire. J'allais faire un jogging directement après avoir mangé tout ce qui me passait sous la main. Et donc... En termes de nourriture et en termes de poids, ça a quand même toujours été un énorme problème durant ma carrière. Et il y a énormément de gens qui se sont toujours demandé mais comment c'est possible qu'elle s'entraîne autant. Bon, après, j'ai jamais été la joueuse qui s'entraînait des dizaines d'heures par jour comme pas mal le font. Je m'entraînais, je pense, le strict minimum, mais je m'entraînais quand même. Mais comment c'est possible qu'elle ressemble à ça alors qu'elle s'entraîne, quoi?
Et donc je pense que d'une part, il y a la génétique, je ne serai jamais une personne qui est toute fine, mais d'autre part, je suis une mangeuse émotionnelle et donc je mangeais mes émotions. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, ouais, je me dis, mais punaise, qu'est-ce que tu t'es mis des bâtons dans les roues Et d'un autre côté, c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris. Je me rappelle toujours d'une chose que mon père m'a dit. Il m'a dit... Je comprends pas. Si on te dit qu'en perdant 10 kilos, tu touches 1 million de plus parce que tu vas faire des meilleurs résultats, parce que tout le monde était persuadé que j'allais faire de meilleurs résultats si j'étais plus mince ou plus fit, que ça allait mentalement m'aider aussi. Il m'a dit, je comprends pas comment tu perds du poids. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas aussi simple que ça, j'y arrive pas, quoi. Et toi, tu étais convaincue aussi que tu étais capable de mieux faire si tu avais réussi à perdre du poids ? Oui, déjà je pense que ça m'aurait peut-être causé moins de blessures, notamment aux genoux, d'avoir un poids moins lourd à porter. Et puis mentalement aussi, de me sentir bien et de me sentir légitime sur un terrain de tennis. Je pense que ça m'aurait aidé d'être moins lourde. Après, franchement, on a tout essayé. Franchement, j'ai envie de parler d'une personne, c'est Alexandre Blervac. Parce que lui, il en a vu de toutes les couleurs. On a vraiment fait tout ensemble pour me faire maigrir. Je lui ai envoyé des photos de ce que je mangeais tous les jours. On se pesait, on allait courir ensemble. Et il y a une période où ça a super bien fonctionné, c'est quand je bossais avec Germain Gigounon et justement Alexandre, pendant la période Covid, où j'étais la seule en Belgique à pouvoir m'entraîner à la Fédé. Et là, on s'est entraîné pendant 4 mois comme des dingues. J'ai perdu 10 kilos, j'étais super fit. Sauf que je me suis retrouvée en quarantaine pendant 2 semaines à l'US Open à cause de l'histoire de Benoît Paire. Là, où j'étais enfermée pendant 2 semaines. Oui. Là, j'ai repris 4 ou 5 kilos. Et puis, je me suis blessée au genou pendant Roland Garros, là, la fameuse fois où j'ai glissé, etc. Et donc là, j'ai regrossi. Mais c'était vraiment une période où j'avais vraiment bien réussi à maigrir, où on avait bossé comme des dingues. Et je sais qu'Alex... il a vraiment tout fait, quoi. Il a été en contact avec des diététiciennes, il a cherché toutes les solutions pour me faire maigrir. Et je sais qu'il y a consacré énormément de temps et qu'à ce niveau-là, c'est aussi peut-être, il le voit aussi peut-être comme un échec personnel, mais franchement, il a tout fait pour m'aider à ce niveau-là, quoi. Mais à t'écouter, j'ai vraiment... on ne se rend pas compte, en fait. Le tennis est déjà tellement exigeant au niveau psychique, mais alors... Si tu rajoutes en plus le fait de devoir sans cesse penser à ça et faire attention à ça, bah, c'était un nouvel obstacle constant, oui. En fait. Oui, c'était un obstacle en plus. Après, ça ne sert à rien de se victimiser. Je pense que je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et au final, c'est moi qui mettais la nourriture dans ma bouche et personne d'autre. Mais c'est clair que c'est un aspect qui ne m'a pas aidée physiquement et pas mentalement non plus, quoi. Ça m'a amené une charge mentale supplémentaire. En fait, c'est une joueuse qui est absolument pétrie de talent. Tu as une frappe de balle. Je pense que j'en discutais avec Philippe. Il me disait, pour moi, elle a la puissance et la capacité, une force de frappe d'une joueuse du top 20 mondial. Quelque part, est-ce que c'est pas parce que tu t'es mis trop de pression sur les épaules que tu n'as pas réussi à franchir les échelons encore plus? Voilà, c'est principalement l'aspect mental qui t'a mis en difficulté. Oui, c'est clairement l'aspect mental. Et on m'a toujours dit tu seras top 50 facile. Je me rappelle de Julien Offerlin avec qui j'avais beaucoup discuté. Il avait dit à mon père à l'âge de 18 ans, il a dit mais franchement continuez, elle va y arriver, continuez à l'aider financièrement. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a constamment répété. Et j'y arrivais pas. Et pour moi, c'était un peu un échec. Et je pense que le plus gros aspect qui m'a empêché d'être plus forte que ça ou de tenir plus longtemps dans le top 100, c'est l'aspect mental. J'ai été beaucoup trop faible mentalement. Et je pense honnêtement que oui, le mental, ça se travaille, mais on l'a aussi un peu en soi. Genre des joueuses comme Sabalenka. Ouais. Je pense que c'est une guerrière depuis le début et Swiatek aussi. Après, je pense que ça se travaille et ça se développe, mais ouais, moi, ça a toujours été un aspect qui a fait que le plus grand problème dans ma carrière, je pense que c'est les hauts étaient tellement hauts, mais les bas, ils étaient tellement bas que les défaites, j'arrivais pas du tout à les encaisser. Et donc, je remettais tout en question. J'étais en dépression dans ma chambre, à pas sortir pendant 3 jours dès que je perdais un match.
Alors que voilà, tu vois une Sabalenka qui perd à l'Open d'Australie, le lendemain, limite, elle est de retour sur les terrains où elle profite et elle gère beaucoup mieux les défaites que ce que moi j'ai pu faire. Ouais. Et donc je pense que oui, mentalement, j'ai été trop faible pour être meilleure que ça. Il y a ce top 100 dont tu parlais tout à l'heure, ça aussi c'est une barrière que tu avais envie de franchir, que tu as toujours eu comme objectif. Et quand tu as franchi cette barrière, après, je sais pas, c'est comme si tu avais débranché la prise comme ça. Comme si tu avais, voilà, j'ai atteint ce que je devais, j'ai prouvé que j'étais capable, de nouveau pas pour toi mais pour les autres. Ouais. Et maintenant je peux, entre guillemets, être tranquille. Et là, bizarrement, tu n'as plus performé alors que ça aurait dû être peut-être faire l'effet contraire. Oui, c'est super bizarre, mais franchement, on a super bien bossé pour arriver à ce top 100. J'ai eu une collaboration avec Hugo Guerriero qui fonctionnait très bien. J'avais Steve aussi qui m'aidait quand j'étais en Belgique et Alexandre Blervac comme préparateur physique. Et on avait vraiment une super équipe et pour la première fois de ma carrière, je me suis dit c'est bon, ça va être cette équipe-là qui va m'amener vers mes objectifs. Et l'année, elle a été hyper difficile. Il faut savoir que Hugo, c'est le coach qui m'a amenée dans le top 100, mais on avait une relation hyper conflictuelle. Et j'avais pas eu de relation conflictuelle comme ça depuis Noël Van Lottum, avec qui j'ai bossé pendant longtemps. Et Hugo, c'est un coach qui a su me tenir tête. Et donc, quand je l'envoyais bouler, lui, il se barrait vraiment du terrain et il me disait « tu te débrouilles, quoi ». Et je pense que j'ai eu besoin aussi d'un coach qui me remettait un peu en place et qui me disait comment étaient vraiment les choses et qui n'avait pas peur de me tenir tête. Et cette relation conflictuelle aussi a fait que c'est épuisant en fait quand tu es non-stop en conflit. Et honnêtement, je suis responsable à 100% de cette relation conflictuelle parce que j'étais absolument chiante au quotidien. Il a enduré comme un dingue. Et puis on voyageait aussi non-stop ensemble, franchement, respect. Mais je pense qu'à un certain moment, c'était épuisant en fait de se prendre la tête tous les jours et de se disputer et machin. Et puis on a énormément joué aussi. Oui. J'ai fait énormément de tournois, j'ai enchaîné pas mal de victoires. Et puis arrivée dans ce top 100, je me rappellerai toujours. Donc je termine l'année. Je prends 2 semaines de vacances et je fais la grosse erreur pendant mes jours de repos en vacances. Donc je vais jouer un match d'interclub en France, puis je prends 3 jours en Suisse pour me reposer, puis je vais rejouer un match d'interclub. Et donc on commence la préparation foncière et j'étais complètement cuite, quoi. On fait une journée d'entraînement, donc mon staff hyper excité, je suis top 100, je vais être tableau à l'Open d'Australie, je vais jouer tous les beaux tournois et tout. Ils étaient super heureux pour moi. Et puis leur travail aussi, leur investissement personnel finissait par payer. Et après le 2e jour, je chialais, quoi. Je leur ai dit, mais les gars, je suis morte. Impossible, je ne saurais pas faire le programme que vous m'avez donné, c'est impossible, quoi. Et donc on a dû adapter le programme. Et au final, j'ai tapé 2 heures par jour pendant ma prépa foncière. Alors que j'aurais dû être comme une dingue à l'entraînement, en voulant... en bossant comme une folle après avoir atteint cet objectif. Et au final, pas du tout, quoi. C'était une corvée au quotidien. Je pleurais tout le temps. Et pour eux, ils ne comprenaient pas non plus ce qui se passait. Et donc, je suis partie. En fait, j'ai entamé la nouvelle année. Oui, j'ai fait mon meilleur résultat en carrière. C'était ma demi-finale à Auckland. Oui. Avec une préparation mais absolument pourrie. Et puis en fait, les problèmes ont un petit peu commencé à s'installer à ce moment-là. J'ai pas gagné beaucoup de matchs, j'avais pas envie de partir de la maison, j'avais pas envie de m'entraîner, tout le monde devait me forcer à m'entraîner. J'ai commencé à prendre du poids aussi, à regrossir un peu, enfin cercle vicieux. La relation avec Hugo était de plus en plus compliquée parce que je lui faisais vivre un enfer et je lui manquais de respect non-stop. Et donc... en tant que coach, tu ne comprends pas trop ce qui t'arrive, tu devrais être au top du top, dans les plus beaux tournois du monde, ce qui était le cas. Et au final, j'étais au fond du trou. Et donc petit à petit, je leur ai fait part que je voulais arrêter, que j'avais plus du tout envie de jouer. C'est à ce moment-là que tu as fait ton burn-out Ouais. Et en fait, c'est un truc qui s'est installé petit à petit. Et je me rappelle, Hugo m'a dit « mais non, c'est un caprice, ça va aller, tu vas te relever, il n'y a pas de problème ».
Sauf que mon état s'est empiré petit à petit jusqu'à un certain moment, je me suis retrouvée dans ma chambre et je me suis dit, je vais me foutre en l'air en fait. Je ne sais pas comment, mais je vais me foutre en l'air. Et là, je leur ai parlé et je leur ai dit, les gars, écoute, je vais arrêter, quoi. Donc, toute honnêteté, j'ai joué Roland-Garros, j'étais dans un état mental horrible. Je me suis pris, je ne sais plus moi, 6-2, 6-0 en 50 minutes. J'ai joué encore les tournois. Puis moi, je t'ai vu à Rosemalen. Là, j'étais au fond du fond. Ouais. Et c'est notamment après ce tournoi où j'ai dit à Hugo, écoute, j'arrête. Ouais. J'ai joué Wimbledon parce qu'on ne va pas se mentir, financièrement, c'était très intéressant de jouer Wimbledon. Et puis après ça, j'ai arrêté. Et donc c'est hyper contradictoire parce que j'ai réussi à atteindre cet objectif. Et au final, je pense que oui, je l'ai atteint pour les autres, mais pas pour moi. Et qu'au final, je me suis rendu compte, ok, c'est ça le top 100. Oui, tu as plus d'argent sur ton compte en banque, mais tu n'es pas plus heureuse parce que tu peux partir dans des plus beaux endroits où tu peux t'acheter plus de choses. Si ton bien-être profond n'est pas présent, bah, tu as beau avoir tout l'argent du monde et être dans les plus beaux tournois du monde, bah, t'es rien, quoi. Et donc finalement, j'ai pris ce fameux break après Wimbledon. Et puis c'est là où, quand tu es revenue, tu as eu cette histoire de blessure au genou qui ne t'a pas permis de poursuivre, mais tu as pu bénéficier d'un classement protégé pendant les 2 grands chelems ici qui viennent de passer, donc l'US Open et l'Australienne. Et tu m'avais dit que tu pensais jouer Stuttgart, et puis pour finir, tu as préféré t'arrêter à Miami. Oui, donc j'avais 8 tournois à utiliser. Et quand le chirurgien m'a dit que ça allait être compliqué pour mon genou, à moins que je fasse des infiltrations de cortisone, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir un petit peu manager la douleur. Mais en toute honnêteté, je ne m'entraînais plus. J'ai plus de staff depuis l'Open d'Australie, après l'Open d'Australie, après mon opération. Et donc, j'ai joué tous les tournois qui m'ont fait plaisir durant ma carrière. Donc, c'était les plus gros tournois comme Dubaï, Doha, Abu Dhabi, l'Open d'Australie que j'ai particulièrement apprécié. Et donc, c'était un petit peu ma tournée d'adieu. J'avais envie de clôturer ma carrière comme moi je le voulais et avec mes proches. Et j'ai des proches qui sont venus me voir, etc. Et j'ai aucun regret et je suis super heureuse d'avoir pu clôturer ma carrière comme ça. Mais tu préférais pas le faire lors d'une Fed Cup ou Billie Jean King Cup ou publiquement, t'avais pas envie de... Honnêtement, mes proches ont été habitués à me voir quand j'étais au top du top et donc je me suis posé la question. C'est vrai qu'à la base, j'avais envie d'aller à Stuttgart pour avoir tous mes proches comme c'était pas très loin de la maison. Et j'ai eu un petit peu un électrochoc quand j'avais proposé à mon papa de venir, je ne sais plus dans quel tournoi, il m'a dit « Écoute, non, ça me fait trop de peine de te voir comme ça sur un terrain de tennis. Ça me fait vraiment du mal de te voir souffrir et de plus te voir comme tu étais avant. » Et donc je me suis dit, au final, j'ai 20-30 personnes qui vont venir me voir à Stuttgart et je vais être absolument ridicule. Est-ce que j'ai envie que les gens se souviennent de moi comme ça ? Et donc au final, je suis partie à Miami, un tournoi super sympa. J'avais ma meilleure pote qui était là avec ses amis en vacances. J'ai eu une de mes bonnes amies, Léolia Jean-Jean, qui est venue voir mon match aussi. Il y avait Marine Partot et il y avait mon ancienne coach Noël Van Lotum qui maintenant bosse à Tennis Canada et elle était là avec Mboko. Et donc, ils étaient tous là pour voir mon dernier match et c'était génial. Bon, j'ai gagné un match t'as gagné par miracle. Un match. C'était assez marrant. Je n'ai pas gagné de match depuis très longtemps vu mon état physique. Et là, je savais que c'était le dernier, 0 pression. Donc, j'ai envoyé des sacoches dans tous les sens et ça a bien marché. Après, elle s'est blessée. Elle a fait une petite insolation et donc en 3 points, elle a abandonné. Bon, j'étais contente parce que financièrement, ça m'a doublé mon prize money et puis ça m'a permis aussi de ne pas terminer sur je ne sais plus combien de défaites d'affilée pour clôturer ma carrière. Donc c'était génial de pouvoir jouer un match de plus. Et tu parlais de Hugo Guerriero tout à l'heure, tu parlais de Van Lotum, la hollandaise. On a quand même un vivier de coachs belges assez renommés dans le monde. Pourquoi tu t'es jamais tournée vers la Belgique pour t'accompagner ? J'ai eu des coachs belges, j'ai eu Germain Gigounon. Ah oui, ok.
avec qui la collaboration s'est arrêtée parce qu'il a choisi de partir avec David. C'est juste, je me souviens. J'ai eu Arthur de Greef qui a eu quelques petits soucis qu'on connaît tous, donc ça s'est arrêté pour ça aussi. J'ai Steve qui m'a un petit peu aidée, avec lui ça s'est toujours super bien passé. Bizarrement, je lui ai jamais manqué de respect à lui. Pas bizarrement, parce que j'ai énormément de respect pour Steve. Ça a toujours été un peu mon mentor durant toute ma carrière, parce qu'il a toujours été là quand j'étais au fond du fond. Donc merci à lui aussi. J'ai Yanis Demeroutis qui m'a un petit peu aidée aussi. Il y a Maxime Brackman qui m'a aidée. J'ai eu Didier Jacquet aussi. D'accord. Donc j'ai eu que des coachs belges, à part ma coach hollandaise et Hugo Guerriero. Ok. Mais je sais qu'on a souvent dit que je changeais beaucoup de coach, mais dans les 3/4 des cas, c'est jamais à cause. Germain, il a choisi un autre projet. Arthur, voilà, il pouvait plus me coacher. Et donc c'est jamais vraiment moi qui me séparais de mes coachs. C'était les circonstances qui faisaient. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui t'a tenu à cœur pendant toute ta carrière, c'est l'équipe de Billie Jean King Cup, où tu t'es beaucoup investi. Je me rappelle que j'ai commencé au Japon. C'était quand Anne de Vries était capitaine. C'est il y a une dizaine d'années, ça? Ouais. Et j'ai toujours... Bon, on va pas se mentir, j'ai pas toujours adoré moi, je l'appelle ça la Fed Cup, parce que... Voilà. C'est plus facile. J'ai pas toujours aimé la Fed Cup parce que j'étais jamais dans les mieux classés, donc j'avais pas vraiment ma place. Je faisais partie de l'équipe, mais et puis quand Anne de Vries était la capitaine, ça s'est super mal passé, donc je pouvais jamais jouer, même quand les rencontres étaient clôturées et qu'on gagnait 2-0 ou je sais même plus combien. Donc à ce niveau-là, ça s'est mal passé. En fait, ça a commencé à super bien se passer à partir du moment où Johan van Erck est devenu capitaine. Pour la petite anecdote, je me rappellerai toujours, donc j'étais toujours 4e ou 5e joueuse parce qu'il y avait des filles qui étaient devant moi qui étaient mieux classées. Moi, j'ai commencé à jouer à la période il y avait Janina, il y avait Tamarine Endler, il y avait Anne-Sophie Mestak. C'était cette période-là, en fait. Okay. Période de transition. Ouais. Et Kirsten Flipkens. Oui. Mais je me rappelle, elle était blessée. Et donc, quand Johan a commencé à être le capitaine, je me rappelle, on jouait à Courtrai contre l'Espagne. Et là, il y avait Alison Van Oudvank aussi qui était dans l'équipe. Et il nous donne la composition de l'équipe. Et il dit, je privilégie l'expérience. Et donc, je fais jouer les autres filles et pas toi. Et là, je me rappelle, j'ai répondu... Si tu me fais jamais jouer, j'aurai jamais l'expérience dont tu me parles. Donc ça fait 6 ou 7 ans que je suis dans l'équipe, ou 6 ans. J'ai jamais joué, j'ai dû jouer les matchs qui servaient à rien, donc zéro pression parce que tu savais que la rencontre était pliée. Donc si tu me donnes pas ma chance, ça n'ira pas, quoi. Enfin, je l'aurai pas cette expérience. Et au final, il m'a donné ma chance contre Garbinier Muguruza. Oui, c'est juste énorme. Et je me souviens plus ce qui s'était passé, je sais plus si c'est cette nuit-là où Alison s'est réveillée la nuit, elle était malade, et donc j'ai joué, je suis plus sûre, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais au final j'ai joué ce match qui était absolument incroyable, je pense que c'est le meilleur souvenir de ma carrière. Tu gagnes contre Muguruza qui était classée quoi à cette époque-là? Elle était 20, un truc comme ça. Top 20, ouais, top 20 mondial. Et c'est marrant parce que maintenant, en reparlant de cette anecdote-là, j'ai une super copine sur le circuit, c'est Sarah Sorribes-Tormo. Ouais. Et on parlait de cette rencontre-là et elle m'a dit mais c'est marrant parce que donc on est venu en Belgique, Garbinier s'entraînait sur terre parce qu'elle se jugeait, elle devait jouer Stuttgart la semaine d'après ou un truc comme ça. Et donc elle s'entraînait sur terre alors que la rencontre était sur dur parce qu'elle estimait que même en s'entraînant sur terre, elle allait gagner ses matchs. Et donc, on l'aligne, c'est elle qui joue, elle joue contre toi, elle perd, alors qu'elle s'est entraînée toute la semaine sur terre battue. Et donc, je gagne ce match. Le lendemain, Kirsten gagne aussi contre Muguruza, et puis on perd le double décisif. Mais ça a été le meilleur souvenir de ma carrière, et à partir de ce moment-là, ça a été incroyable. La Fed Cup a été tellement importante pour moi dans ma carrière. J'ai les meilleurs souvenirs de ma vie. J'adorais cette cohésion d'équipe avec le staff, etc.
Et d'ailleurs, quand les fédés ont décidé de se séparer de Johan, pour moi, ça a été un crève-cœur, quoi. Ouais. Mais bon, c'était comme ça. Oui, et tu as toujours mis ta carrière entre parenthèses pour pouvoir servir l'équipe belge. Oui, après, j'ai jamais été dans une position où la Fed Cup allait me pénaliser pour jouer le tournoi qui me manquait, si j'étais top 100, pour être top 100 ou autre. Donc ça a été le cas pour certaines joueuses, et puis pour d'autres joueuses, l'équipe nationale n'est pas la priorité, et je le comprends, chacun a sa vision de carrière. Après, je pense que la Belgique m'a tellement donné, et ça a été tellement un honneur de représenter la Belgique qu'on peut bien lui rendre ça. Et puis même si financièrement c'était pas toujours intéressant, et que c'est peut-être plus intéressant de jouer des tournois, pour moi représenter son pays, ça n'a pas de prix, quoi. Donc ouais, et cette victoire contre Muguruza reste la plus belle victoire de ta carrière? Il y en a eu d'autres? Je dirais celle-là, ou la victoire au deuxième tour contre Donna Vekic à Indian Wells. J'étais là-bas avec mon père, donc je me qualifie, et puis je me retrouve au deuxième tour contre Donna Vekic. Et mon père, pensionné depuis quelques années, était avec moi, et il me dit « Écoute, je suis désolée, mais j'ai réservé des vacances à Val Thorens avec mes potes. » Donc, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu gagnes autant de matchs. Donc, je suis désolée, je dois partir, quoi. Et donc, je me rappelle, je me suis retrouvée toute seule pour mon deuxième et troisième tour à Indian Wells. Mais ça a été un des plus beaux moments de ma carrière. Ouais. Et finalement, tu perds au troisième tour? Contre Pliskova. Ah. Ouais, là, je me fais drosser. Mais ouais, je crois que je gagne contre Viatek au dernier tour des qualifs, qui n'était pas encore au classement auquel elle est actuellement. Tu peux dire que tu as battu Viatek une fois dans ta carrière. Oui, après ça, ça compte pas vraiment. Il y en a qui ont déjà battu Nadal quand il avait 14 ans. Voilà, quoi. Ouais. Ouais, bon. Et puis moi, je suis venue au Canada lors de cette rencontre où tu as joué contre Leila Fernandez, et là, c'était peut-être une des défaites les plus douloureuses de ta carrière. Oui, je gagne la veille contre Rebecca Marino, et puis je mène pour battre Leila Fernandez. Je faisais un super match, et là, blocage complet. Le match se retourne complètement, et je pense que cette rencontre, on la perd à cause de moi, quoi. Ce match, je dois 1000 fois le gagner. Grete allait gagner son simple contre Sebov derrière. Le double, je pense qu'on n'avait aucune chance, on le savait. Et donc de me dire, punaise, on a perdu cette rencontre à cause de moi, ça m'a brisé le cœur, et je pense que c'est une des défaites qui m'a fait le plus de mal, avec ma défaite en Fed Cup contre Putintseva, où là je mène 6-3, 6-2, 5-3, un truc comme ça, 0-40 sur son service, et je perds le match, quoi. En Belgique, à Courtrai, et on a gagné la rencontre. Mais elle m'a fait tellement de mal, cette défaite, de voir tout le désarroi dans le regard de mes proches qui étaient là, et puis le capitaine Johan qui était sur le banc. Oui. Et de te dire que tu étais si proche, il te restait un point, et au final tu perds le match. Cette faculté à pas réussir à se relever suffisamment vite des défaites comme ça, c'est ça qui a fait que ça m'a coûté beaucoup trop de tournois et de matchs dans ma carrière, quoi. En tout cas, j'aimerais bien te remercier publiquement, parce que j'étais au Canada, et je me souviens quand tu as perdu, le team manager préférait pas que tu me donnes une interview parce que tu n'étais vraiment pas bien du tout, et en larmes, et tu lui as dit, écoute, elle est quand même venue jusqu'au Canada pour nous voir, donc je vais quand même lui accorder une interview, heureusement, parce que c'est vrai que sinon ça m'aurait fait un peu mal. Non, ça c'est mon hypersensibilité qui a pris le dessus, et j'ai énormément manqué de respect sur un terrain de tennis durant ma carrière, mais en dehors du terrain, je pense que ça, j'ai toujours été très correcte, et donc ça a toujours été un plaisir de répondre à tes interviews. Ah ben c'est gentil, et ça va me manquer, hein, parce que. Mais est-ce que tu as des regrets par rapport à ta carrière, à certaines choses dans ta carrière? Est-ce que tu recommencerais si tu avais 14 ans et que tu pouvais faire un choix? Non, je n'ai pas de regrets, parce que je pense que j'ai fait tout ce qui était possible en moi pour atteindre mes rêves de petite fille. Et oui, je pense que j'aurais pu être beaucoup plus forte si j'avais été moins fragile mentalement.
Si j'ai pas été plus forte, c'est que j'en ai pas été capable. Je pense que j'ai toujours été une personne qui a énormément investi dans sa carrière. J'ai toujours décidé, contrairement à pas mal de personnes, de mettre les moyens en place financiers pour avoir du staff à mon côté, pour être bien entourée. Donc ça, pas de regret à ce niveau-là et j'espère que dans quelques années, je pourrai être fière de ce que j'ai fait. Parce que même si c'était pas très longtemps, j'ai quand même été top 100 et je pense qu'au final, c'est quelque chose qui représente peut-être plus pour les gens extérieurs que pour moi d'avoir été top 100 parce que maintenant, quand je croise les gens, on me dit « Ah, mais t'as quand même été top 100 ». Alors que pour moi, c'est juste un chiffre, mais je suis super fière de la carrière que j'ai eue et je sais que beaucoup diront que c'est un gâchis, que j'aurais pu être plus forte. Mais c'est juste que j'en ai pas été capable et que je mérite le classement que j'ai eu et c'était 81e mondial et c'était très bien comme ça. Et aujourd'hui, le tennis te passionne encore? Tu regardes encore des matchs? Tu as envie de voir certaines joueuses évoluer? Tu as encore des fans sur le circuit? Non, des fans, j'en ai jamais vraiment eu. Non. Non, même si je respecte beaucoup, par exemple, Sabalenka. Après, j'aime toujours beaucoup suivre le tennis à la télé. Je suis toujours sur les applis en train de regarder les résultats. Et puis, je vais un peu être obligée de continuer à suivre parce que j'aide un petit peu Marie Benoît à l'heure actuelle. Ok. Elle m'a demandé au mois de décembre d'un petit peu l'aider parce qu'elle s'est un petit peu retrouvée toute seule. Oui. Et donc, je l'ai un peu aidée, notamment à l'Open d'Australie. Et donc là, je l'aide un petit peu quand elle est en Belgique pour ses entraînements. Et l'accompagner sur le circuit, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Bon, financièrement, ça représente quelque chose. On sait que dans les tournois ITF, c'est pas là où forcément on gagne le plus. Je vais la suivre un petit peu. Après, Marie a quand même toujours beaucoup voyagé seule. Et ça, c'est une chose qu'elle souhaite continuer. Je vais peut-être aller la voir de temps en temps. Mais pas régulièrement, ça va plus être en Belgique que je vais l'aider. Ok. Et dans les choses qui te passionnent, tu disais tout à l'heure qu'il y avait plein de choses qui te passionnaient. Il y a des domaines vers lesquels tu aimerais te tourner, outre le coaching potentiel Je pense que sur du long terme, je vais peut-être pas rester dans le coaching parce qu'à un certain moment, j'ai envie de fonder une famille et je pense que en tant que femme, c'est pas super compatible. Je dirais que j'ai eu, on va revenir au même point, mais genre tout ce qui est cuisine, etc., c'est toujours un truc qui m'a beaucoup passionnée. Donc dans un coin de ma tête, j'ai toujours dit que je voulais ouvrir un petit resto de brunch ou un truc comme ça, un petit café. Donc ça reste dans un coin de ma tête, c'est vraiment une chose que j'aimerais beaucoup faire. Table d'hôte, c'est pas mal ici. Il y a une non, belle vue, pas chez moi. Les gens viennent pas chez moi. En dehors de chez moi, c'est très bien. Donc ça, j'ai adoré commenter à la télé aussi. Ça, c'est une chose que j'espère reproduire. Donc voilà, j'espère qu'un jour, ce rêve pourra se réaliser d'ouvrir mon petit resto, à voir si tout se goupille bien et si j'ai le courage surtout de le faire parce qu'on sait que l'horeca c'est un domaine qui est compliqué, qui demande beaucoup de temps. Mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose parce que je pense que avec tous les voyages que j'ai pu faire, tous les endroits que j'ai pu tester, etc., je peux peut-être ramener un petit peu de tout ce que j'ai pu découvrir dans mon resto. Donc on va voir si ça aboutit. Et tu as fait aussi un peu de politique lors des dernières élections. Tu aurais envie de poursuivre? Oui, ça m'a plu, même si c'est un monde qui est aussi très opportuniste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà installés et qui n'ont pas envie de céder leur place et je m'en suis rendu compte, peut-être un peu plus au provincial qu'au fédéral. Au fédéral, c'était génial, c'était un travail d'équipe et on était tout le temps en campagne ensemble, alors qu'au provincial, c'était vraiment chacun pour soi. Ça n'a abouti à rien, j'ai ramené beaucoup de voix pour le parti, donc ça, le contrat est rempli. J'ai appris à connaître pas mal de personnes aussi et à voir pour la suite. Si ça peut peut-être m'ouvrir des portes, mais à l'heure actuelle, ça n'a rien donné. Ok. Et tu vas continuer quand même de temps en temps à tapoter la balle ou pas du tout?
Je sais pas. Déjà, il y a une chose, la grande question, c'est d'essayer de maintenir mon poids comme il est, parce que je sais que c'était déjà compliqué, comme on en a déjà parlé, quand je faisais du sport tous les jours. Donc là, de faire très peu, ça va être un problème à ce niveau-là. Donc je pense que continuer à faire du sport, oui. Jouer au tennis, je ne suis pas sûre, parce que on va dire que les dernières années, c'était jamais trop un truc qui m'a réellement passionnée. Par contre, aller faire du pilates, du yoga, aller faire des entraînements de boxe ou des trucs comme ça j'adore. Mais oui, si mes proches veulent aller jouer une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais je ne suis pas sûre que pour mon bien-être personnel, j'irai encore beaucoup jouer au tennis. Oui, c'est fou, tu viens de dire, c'est quelque chose qui ne m'a pas vraiment passionné de jouer au tennis. C'est incroyable, quoi. On dirait, je ne sais pas si tu as lu le livre d'André Agassi, qui dit que c'était un enfer pour lui de taper des balles, qu'il appelait le lance-balle le monstre. Vraiment, c'est une biographie que je te conseille de lire. Mais ouais, c'est fou, ça, que ça ne te passionnait pas et tu en as fait ta carrière. Ben oui. T'aimais pas jouer au tennis, vraiment, quoi? Je sais pas, je pense que c'est un truc qui s'est installé petit à petit. J'ai commencé à détester un peu le tennis, plus à cause des choses à côté, genre la pression, les échecs, les défaites. Et je pense que je me suis convaincue que j'aimais pas le tennis, en fait. Alors que quand j'ai pris mon break là, après mon burn-out, pendant mon burn-out, 3 mois et demi après, ça me manquait. Donc je pense que c'est un peu love-hate relationship. Donc je pense qu'au fond de moi, oui, j'aime le tennis, mais je pense que pour moi, le tennis était relié à plein de choses que je détestais, ce qui a fait que j'ai commencé à détester le tennis. Et je suis sûre qu'avec du recul, je reprendrai du plaisir sur un terrain de tennis. Mais les dernières années, j'ai surtout pris du plaisir à bosser physiquement, plus que de me dire, allez, je passe des heures sur le terrain et je profite, quoi. Ça se passe comment quand tu as atteint le top 100 mondial? Tu as droit à avoir une certaine pension? Tu as droit à quelque chose après avoir consacré 15 ans de ta vie au tennis? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, quand moi, je jouais encore... Enfin, je sais que les règles ont changé petit à petit, mais on devait être 5 années de suite dans le top 150 pour bénéficier d'une pension. Et donc, en fait, on touchait un montant chaque année en fonction du nombre de tournois qu'on jouait et donc pas des résultats qu'on faisait. Donc, si je jouais 10 tournois en simple et 10 tournois en double, j'avais un certain montant qu'on mettait dans ma cagnotte. Et donc, j'ai validé ces 5 années dans le top 150. Et donc, oui, je pourrais toucher une petite pension. Après, j'ai aucune gêne à le dire, ça doit être un pot de 80 000 $, un truc comme ça. Ce qui ne me permettra pas, quand on fait le calcul, de vivre avec cette pension, quoi. Ouais. Après, je sais que c'est une pension qui a été investie dans des fonds, etc. Donc, j'espère qu'elle va un peu fluctuer au fil des années. Ça, c'est la WTA, alors? Voilà, c'est la WTA. Mais sinon... Normalement, en Belgique, en tant que sportif de haut niveau, il y a aussi des aides... Non, rien du tout. Rien du tout. La fédération? Non, rien du tout. On n'a pas d'aide, en tout cas pour la pension. Oui, pour la pension. Pour la pension. Ah, je pensais que... Non, on n'a pas d'aide. Je sais que, par exemple, pendant des années, j'ai été salariée de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec ce plan Rosetta, la vie à l'ADEPS. Et donc, je bénéficierais d'une petite pension des quelques années où j'ai été salariée. Ça, oui. Mais après, j'ai été indépendante et donc c'est moi qui dois cotiser pour ma pension. Et puis aussi, ce qui était très compliqué, c'est que quand tu te blesses, tu n'as pas de revenu garanti. Oui. Donc ça, c'est... Oui, évidemment, avec toi, moi qui ai été beaucoup blessée, donc je vivais, entre guillemets, sur les gains que j'ai pu engendrer l'année où ça a bien fonctionné. Mais tout le monde se dit « Waouh, elle a gagné 1,6 million sur sa carrière. Déjà, c'est des dollars, c'est brut. » Et puis, chaque année, ça me coûtait 100 000 € pour financer ma saison, mon staff, etc. 100 000 €, c'est plus ou moins ce qu'on doit compter comme budget? Oui, après, je pense que ça dépend du classement. Et il y a des joueuses qui donnent ça rien à leur coach, quoi, même plus.
Donc ouais, moi, ça me coûtait entre 100 et 150 000 euros. Donc, quand on fait le calcul, mes années de carrière, etc., il ne reste plus grand-chose. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de ne plus travailler. Il va falloir que je me reconvertisse. Ouais. Bon, mais écoute, merci en tout cas, Isaline, pour le temps que tu m'as consacré, pour la franchise de tes propos, de cet entretien hyper riche. Et sache que si tu as envie un jour de commenter une semaine sur le circuit, tu peux m'appeler et tu feras ça avec moi. Je suis toujours très heureuse d'avoir de chouettes invités à mon micro. Et puis, je te souhaite vraiment le meilleur dans ta reconversion. C'est gentil. Et plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. À très bientôt. Ah oui, non, attends, avant de partir, j'aimerais quand même te remettre un petit... Je m'écarte de la caméra, mais je vais quand même te remettre un petit... J'ai été te chercher un petit cadeau pour te remercier. Voilà, des interviews que tu as pu m'accorder de temps en temps. C'est super gentil. Et bon, évidemment, on en a parlé, mais comme, bon, voilà, je me dis, elle aimera bien le chocolat. Gentil. Mais tu peux l'ouvrir à tes proches. Et voilà, merci d'avoir été au rendez-vous également. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, à poser vos questions si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt. Merci, Isaline. Merci.